Et un ouvrage qui est composé de 3 parties et 118 pages avec des annexes. Donc sur lesquelles, dans les annexes, parmi les annexes, nous avons toutes les lettres donc, qui ont été, en tout cas, qui ont été produites dans des moments très importants donc, de l'élection présidentielle. Mais nous avons aussi les statuts du parti PUR. Mais avant de revenir donc sur les 3 parties d'abord, comment l'auteur appuie effectivement par une cohérence d'ensemble, en commençant par les préparatifs de l'élaboration du programme, en passant par le déroulement de la campagne électorale pour finir avec le point d'orgue, c'est-à-dire le paroxysme de l'élection présidentielle, l'aboutissement de l'élection présidentielle. Nous allons d'abord revenir un peu sur la méthode qu'il a employée. C'est un juriste pur et dur, parce qu'il a fait droit public, il a fait un DEA en droit public, et il a fait une thèse aussi en droit public, notamment orientée vers le DIP, droit international public. Nos chemins sont un peu séparés à partir de DEA, parce que moi j'ai fait droit public jusqu'en maîtrise, j'ai fait un master en sciences politiques avant de faire une thèse en sciences politiques. Mais nous avons des connexions sur beaucoup de thématiques. C'est la raison pour laquelle il m'a demandé, et quand il m'a demandé, c'est avec plaisir que j'ai accepté cette demande de venir présenter devant le public cet ouvrage-là, qui me semble une véritable valeur ajoutée, effectivement, notamment pour les jeunes leaders qui veulent faire une carrière dans la politique. Et ça, nous allons donc y revenir. La méthode, vous savez qu'il est très difficile d'être un acteur engagé et de produire un ouvrage dans lequel donc on se veut objectif. Mais il a quand même réussi, à travers tout l'ouvrage, de la première partie jusqu'à la dernière partie, l'auteur a essayé d'être objectif. Et il a cherché à épouser la théorie de Norbert Elias sur l'engagement et la distanciation. Vous savez qu'il est très difficile d'appartenir à une organisation politique ou autre organisation et de porter un regard critique sur cette organisation-là. Il faut avoir un esprit scientifique et pour le faire. Et c'est ainsi que l'auteur a su bien, en tout cas, réussi à faire cela. Il s'est engagé en étant un véritable acteur, un témoin du parti PUR, un témoin aussi de l'élection présidentielle, mais il a cherché donc à être très objectif. Ici, vraiment, la neutralité axiologique de Max Weber donc, a été observée. Et c'est à travers cette méthode-là qu'il a cherché, par toutes les parties, la première, la deuxième et la troisième partie, à être beaucoup plus explicite, à rester que sur les faits, avec une analyse d'un relativisme donc, scientifique donc avéré. Il a d'abord commencé dans l'introduction pour revenir sur l'histoire de l'élection ou bien des élections au Sénégal et en général, et l'élection, le PUR et l'élection présidentielle en particulier. Et à travers donc cette historique, l'auteur est parti d'une figure style, la métaphore, pour parler d'abord du PUR, pur sang. Pur sang, donc, qu'il a défini dans son ouvrage comme un cheval, effectivement, qui en réalité a toutes les qualités, donc physiologiques, etc., et de puissance pour pouvoir supporter donc, toutes les charges et affronter aussi tous les obstacles. Alors, il est revenu aussi sur comment le parti PUR est arrivé à prendre position sur l'échiquier politique du Sénégal. Et c'est ça, c'est un point sur lequel donc, il mérite d'être relevé. Parce que c'est un peu le parti qui, à l'élection présidentielle 2019, s'est présenté sous la bannière d'un parti politique, avec un candidat qui a été désigné en son sein. Les autres candidats
ont été portés par des coalitions de partis politiques ou des groupements individuels ou en tout cas des personnalités de haute facture. Mais le PUR a réussi, depuis sa réactivation en 1998, donc depuis sa création en 1998 jusqu'en 2016, qui sont caractérisés par son inaction, largement reconnue par l'auteur. L'auteur a reconnu à travers son ouvrage que le parti a été dans l'inaction de 1998 jusqu'en 2016. Mais le parti s'est illustré en 2017. En 2017, avec une entrée électorale percutante dans les élections législatives. Et à l'issue de laquelle le PUR est devenu comme une quatrième force politique sur le plan factuel, sur le plan réel, les résultats, parce qu'en élection, quand on juge des résultats, on les juge à partir des résultats obtenus par les partis ou regroupements de partis politiques. Et par le nombre de députés glanés par le PUR à travers ces élections législatives, le PUR est devenu une quatrième force politique donc, au Sénégal. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi je le dis? Parce que c'est un parti politique. Ce n'est pas un regroupement de partis politiques. Donc, il y a effectivement une ingénierie électorale, une ingénierie politique pour être aujourd'hui ce qu'il est devenu. Et ça, c'est extrêmement important que l'auteur a bien aussi ici de souligner. Mais le PUR ne s'est pas arrêté là. L'appétit vient en mangeant. Donc il a exercé un certain appétit électoral. Et c'est cet appétit-là qui a motivé les acteurs qui sont dans le parti, qui militent dans le parti, et même les sympathisants du parti. Et les observateurs aussi de la classe politique donc sénégalaise ont effectivement développé l'idée selon laquelle que le PUR devrait au moins avoir un candidat à l'élection présidentielle pour parachever le travail qui a été déjà entamé. Parce que c'est une montée en puissance. Alors, c'est justement cet ensemble d'éléments explicatifs qui a permis au parti PUR de se lancer à l'élection présidentielle de 2019. C'est justement pour la première fois, qu'un seul parti, un parti politique classique, se lance dans une élection en choisissant en son sein un parti. On va revenir aussi même sur le mode de désignation du candidat. L'auteur aussi est revenu sur ça avec une objectivité assez intéressante. Alors, le PUR est une organisation politique, mais qui a eu à désigner un candidat à l'élection présidentielle, donc de façon avec un procédé démocratique critiquable. Et l'auteur a bien mis en exergue donc ce procédé-là, qui est un procédé démocratique, certes, parce que la désignation, on l'oublie très souvent, c'est un mode démocratique, c'est un mode de choix. Ce n'est pas seulement l'élection, donc c'est le plus démocratique, mais il y a d'autres modes de désignation. Le tirage au sort en fait partie. Parce que ce que les Grecs, en réalité, faisaient quand ils désignaient le dirigeant. Mais l'auteur a reconnu effectivement cette démarche de procédé démocratique, mais qu'il le critique. Et effectivement, mais ce qui est important dans cette désignation, parce qu'il y a une opération après de légitimation derrière. Certes, le candidat, au départ, a été désigné par le guide, le président du parti, mais il y a une opération de légitimation que le bureau politique donc, a su faire pour effectivement convaincre les autres militants du parti à s'approprier du candidat qui est désigné à la tête. Et un soutien aussi total lui a été témoigné. Et cela, effectivement, qui a fait que le candidat, finalement, est devenu légitime au sein du parti et même en dehors du parti. Après, vous êtes revenu sur tous ces éléments historiques,
sur le PUR et sur les élections, l'auteur a essayé de découper l'ouvrage en 3 parties. Dans la première partie, qui est intitulée « Les préparatifs de l'élaboration de la campagne présidentielle », elle est articulée autour de 2 chapitres. 2 chapitres. Dans le premier chapitre, l'auteur nous parle du processus d'élaboration du programme pur sang. Alors, parlant de ce chapitre-là, je commence toujours par la méthode qui a été employée ici. Donc, c'est une méthode souvent qui est propre donc, aux spécialistes de la sociologie politique historique, ou bien de la sociologie historique, de sociologie politique historique. Notamment, effectivement, et ça, on peut citer donc des auteurs qui portent ces théories-là, les Jean-François Bayard, les Jean-François Médard, etc., qui ont porté ces théories. Et il a cherché à employer, comme je l'ai dit tout à l'heure, un engagement et une distanciation. Parce qu'étant un membre clé des acteurs qui ont conçu le programme, mais aussi un qui se veut également être très objectif sur comment le programme a été conçu. Alors, quelle est la méthode qui a été employée? C'est d'abord la méthode que j'appelle, moi, cette technique, le processus intégratif de constitution et de légitimation d'un programme politique. Parce que, pour l'illustrer, il y a 2 choses qui me permettent de dire cela. C'est d'abord l'intitulé du premier paragraphe, intitulé « Les conclaves de Lagrosse et de Sali Portudal », mais aussi les apports des assises nationales, qui était un document qui a été élaboré donc, sur la base d'un processus très élargi, un processus participatif et un processus aussi inclusif. Alors, ce processus intégratif de constitution et de légitimation de programme s'explique du fait de la multiplicité, de la diversité et de la synergie d'action des acteurs qui sont mobilisés. Dans le secteur public, dans le secteur privé, les partis politiques, le peuple, le grand peuple, tous ces acteurs-là ont été mobilisés pour essayer donc d'élaborer un programme. Cette approche est renforcée par l'ouverture et l'acceptation aussi de la contradiction, dont l'auteur fait montre et qui constitue un levier intéressant et incontournable pour le fonctionnement de la démocratie. Parce que la démocratie fonctionne donc selon 2 choses. Selon effectivement Jean-Jacques Jiquel, c'est le débat et le contrôle. Ce sont 2 leviers essentiels en démocratie. Il faut poser le débat dans les espaces publics donc, qui sont reconnus, qui sont structurés, pour permettre à tous les acteurs internes comme externes de participer, mais il faut également aussi contrôler derrière. Et justement, c'est ces 2 méthodes-là qui ont été utilisées dans le cadre donc, de ces conclaves-là pour essayer d'élaborer un programme de bonne gouvernance donc, appelé Pur Sang. Peut-être l'auteur va revenir un tout petit peu donc, sur ce concept, comment ça a été choisi. Alors, au-delà de cet aspect, il y a ici lieu de noter comment le programme de Pur Sang est passé de l'étape d'un programme fabriqué par un seul parti politique pour devenir effectivement celle de résultat d'un construit social. Ce n'est plus maintenant un programme qui a été conçu par un seul parti politique qui se met entre les 4 murs qui écrit. Et c'est un programme qui résulte d'un construit social. Puisque des acteurs ont été mobilisés déjà au sein du parti et à l'extérieur du parti, mais également les apports des assises nationales, les conclusions aussi ont été aussi, disons, donc amenées. Et c'est là qui fait que j'appelle ce programme-là, Pur Sang, comme un programme, une résultante vraiment d'un véritable construit social. Cela a permis à l'auteur donc de revenir sur un second chapitre.
Donc un seul chapitre. Après cette étape